Les 40 règles d'hygiène informatique de l'ANSSI, ça a été un moment très, très important. On n'a pas fait un petit sondage d'ailleurs pour savoir qui parmi vous les avait au moins feuilletés, ou en avait pris connaissance. Mais enfin bon, c'est quelque chose dont vous avez dû entendre parler ou dont vous entendrez encore parler. J'ai passé quelques années à l'ANSSI, comme ça a été dit, dans un travail intéressant qui permet à la France d'avoir enfin une agence de cyberdéfense qui tente peu à peu de mieux protéger les systèmes d'information de l'État, des opérateurs d'importance vitale et de manière plus générale de la Société de l'information nationale. Avec Patrick Payot, le directeur général de cette maison, on a essayé de faire monter la cyberdéfense dans une priorité à la fois politique et concrète pour mieux protéger notre pays de toutes les attaques dont elle est l'objet, comme tout le monde. Alors la menace, je pourrais vous en parler, mais certainement pas en 10 minutes. Je crois qu'après, dans la presse, il y a tous les jours quelque chose qui nous tombe dessus. La menace, les attaques, c'est à peu près tout ce qu'on peut imaginer, et même, surtout, ce que l'on ne peut pas imaginer. En fait, tous les jours, il y a des attaques. Alors la sécurité des systèmes d'information, c'est le moyen déjà de mieux résister à ces attaques, sachant qu'on n'arrivera jamais complètement à résister aux attaques. Les gens qui attaquent sont parfois de simples petits délinquants, parfois sont des vrais mafias, parfois sont des joueurs, des gens qui ont juste envie de casser. Ils le font par militantisme politique, par appât du gain le plus souvent, mais parfois aussi simplement parce qu'ils veulent voir ce que ça fait. Prendre des précautions, des tas de mesures, à la fois techniques, organisationnelles, physiques, humaines, pour être moins vulnérable à ces attaques. Et puis après, il faut améliorer sa sécurité. Et c'est ça notre grand enjeu. Voilà. Vous tous qui travaillez dans la santé, vous vous dites, mais nous, voilà, le DMP, DMP, c'est pas l'Élysée, l'hôpital, c'est pas l'Élysée, le DMP, c'est pas la Banque de France. Donc, nous sommes certainement beaucoup moins visés que ces grands centres de décision politique, économique, commerciale et autres. C'est très compliqué, un système d'information de santé. C'est beaucoup plus compliqué qu'un système secret défense du ministère de la Défense, parce que au ministère de la Défense, ils ont des gros murs, ils ont des gens formés, disciplinés, tous du même statut. Et je ne dis pas que les médecins ne sont pas disciplinés, mais sauf que dans le monde médical, c'est très compliqué parce qu'il y a des libéraux, il y a des hôpitaux, il y a des infirmiers, il y a la sécurité sociale. En fait, tout ça, c'est relié. Il y a des statuts extrêmement différents. Il y a des données qui ont besoin d'être très confidentielles, d'autres qui le sont moins. Et tout ça, ça se mélange, c'est dans un flux. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de sécuriser au juste niveau nécessaire ces données. Mon propos n'est pas de vous dire il faut faire la sécurité parce que c'est réglementaire. Mon propos est plus de vous convaincre qu'il faut faire un effort, très certainement, compte tenu de l'extraordinaire augmentation de la numérisation dans le monde de la santé. J'ai quand même vu en quelques années des progrès considérables, sans doute pas assez rapides, mais quand je visite le site de l'ASIP Santé, je vois que ces référentiels qui étaient encore balbutiants ou en cours de rédaction il y a un peu plus d'un an quand j'ai quitté l'ANSSI, voilà, ils commencent à sortir et on commence à avoir des référentiels qu'il faudra appliquer non pas tant parce que ça sera une obligation légale que parce que c'est du bon sens, de la pratique et que ça va vous aider vos DSI, aider vos responsables informatiques à choisir des bonnes solutions sécurisées. Donc le défenseur des droits, vous le connaissez, c'est une autorité donc constitutionnelle indépendante. Il est nommé par le président de la République pour 6 ans, irrévocable et non renouvelable, c'est un mandat unique. Nous avons 17 médecins avec nous et nous traitons à peu près 3000 dossiers par an. Je suis venu à cette conférence pour donner le point de vue du défenseur et à travers le défenseur, le grand public qui dépose des réclamations chez nous, dans le domaine de la santé notamment, sur la question de la confidentialité et la sécurité des données de santé aujourd'hui en France. Le malade, dans tous les cas, doit garder la main sur ces données de santé. D'abord de la vigilance,
Il y a des bonnes pratiques à avoir. Aujourd'hui, les données de santé sont peu dématérialisées. Demain, elles le seront totalement. Et ça supposera de la part du public d'avoir une vraie conscience de l'importance de leurs données, parce que les gens n'ont pas conscience de l'importance de leurs données de santé. Ils pensent que ça n'intéresse personne, et ils se trompent. La question des métadonnées est actuellement, évidemment, les big data, tout à fait à l'ordre du jour. L'assurance maladie donc détient une manne d'informations qui sont aussi bien d'ailleurs des informations individuelles et nominatives et qui, collectées ensemble, créent des bases de données considérables que beaucoup d'acteurs souhaitent pouvoir utiliser. On n'imagine pas qu'ils souhaitent les utiliser autrement que complètement anonymisées. Et le principe, évidemment, fondateur, que les données personnelles de santé ne peuvent être en aucun cas commercialisables. Qui sera intéressé? Donc l'industrie, notamment du médicament, mais aussi du dispositif médical, par exemple. Ensuite, vous avez nécessairement les entreprises à l'embauche qui peuvent être intéressées. On imagine savoir si la personne qui sont en train d'embaucher a des pathologies chroniques ou pas. Et vous avez ensuite, non plus à l'embauche, mais à la souscription, les assureurs. Au moment où vous souscrivez une assurance, que ce soit une assurance décès, une assurance sur un prêt ou des choses comme ça, évidemment, beaucoup de choses vont dépendre de votre capacité à survivre suffisamment longtemps. Mais la loi l'interdit, c'est-à-dire qu'un assureur ne peut pas avoir accès et il ne peut même pas le demander comme un employeur. Alors évidemment, à la question est-ce que certains pourraient détourner, la réponse est évidente, la réponse est oui. Et donc précisément parce que l'information a une valeur en soi, il faut qu'elle soit complètement sécurisée d'un côté et sanctuarisée du côté législatif. Alors l'information au public, l'information médicale, santé au public, les pouvoirs publics, si j'ose dire, ont raté le coche. Et aujourd'hui, le tout-bib le plus consulté, c'est le docteur Google, incontestablement. Toute la question qui est derrière, c'est la validité des contenus. Quels sont les opérateurs derrière ces sites? Doctissimo, on le sait, c'est un grand groupe industriel français. On n'a pas réussi pour le moment, en France ni en Europe, à pouvoir avoir un label qualité sur les sites santé, qui est pourtant tout à fait important, sur lequel puisse se reposer le grand public. L'information médicale publique, ça commence. D'abord, ameliedirect.fr, c'était une demande forte du monde associatif. On s'aperçoit qu'il est pas mal consulté. Ça permet de connaître l'offre de santé dans son bassin de vie. Ça permet de savoir ce que font les hôpitaux. Ça permet de connaître les dépassements d'honoraires moyens de chaque médecin en secteur 2 et tout ça est mis à jour tous les 3 mois. Le tout nouveau site là qui vient de sortir, médicaments.fr, ça c'est directement issu des assises du médicament et de la loi sur la réforme du médicament de décembre 2011. Le site HAS.fr, relativement confidentiel du côté du grand public, mais qui donne énormément d'informations. Et enfin, celui qui devrait être le plus regardé, c'est le site Platine, plateforme d'information sur les établissements de santé. Ça a démarré avec le tableau de bord des infections nosocomiales en 2006. L'idée de ma présentation, c'est de revenir aux fondamentaux. Le système d'information doit rendre le service pour lequel il a été construit ou conçu. Donc quand on oublie le fonctionnement nominal d'un système, on peut se retrouver à basculer dans des fonctionnements dégradés sans pour autant les mesurer, avec des problèmes de sécurité, des réseaux qui sont chargés ou qui sont surchargés avec des nouvelles pratiques. Nous sommes bien d'accord, les systèmes d'information sont au service de la santé du patient. Ils doivent en toutes circonstances rester utilisables pour faciliter une prise en charge optimale. D'après le Larousse, la partie nominale se définit comme la performance d'un appareil, d'une machine annoncée par le constructeur ou prévue par le cahier des charges. Donc garantir le fonctionnement d'un SI, c'est le fonctionnement nominal, c'est aujourd'hui mettre en place des systèmes de supervision qui vont vous permettre effectivement de mesurer la dérive entre les performances nominales et puis
éventuellement des performances qui se dégradent avec des utilisations que vous connaissez bien, hein, de la vidéo qui est arrivée sur vos systèmes, qui vous ont donné du fil à retordre en termes de débit sur vos infrastructures, qui ont probablement planté certains de vos réseaux. Du coup, ça fait des usages qui sont très consommateurs de bande passante pour nos infrastructures et que l'on prend peut-être pas suffisamment le temps d'étudier, c'est-à-dire que autoriser une vidéo, autoriser un accès à un site, c'est juste une boîte à cocher sur un serveur quelque part. En fait, les réseaux ne sont pas nécessairement conçus pour accepter cette consommation de bande passante supplémentaire. Donc mettre au plus tôt en place des processus de réaction pour traiter au plus vite les signaux qui vous permettent de contrôler une dérive du fonctionnement de vos systèmes d'information. Sur cette problématique de gestion de la sécurité ou du maintien en conditions opérationnelles de nos systèmes d'information par l'analyse de risque, il ne faut pas oublier que ces analyses de risque ne peuvent être statiques. C'est-à-dire qu'au moment où je vais vous parler de smartphone. Demain probablement, ou aujourd'hui je pourrais vous parler de tablette, on va vous parler d'hybride, on va voir disparaître très rapidement les tours que vous avez sous vos bureaux ou dans vos pièces de travail. On va vous proposer des matériels que vous pourrez promener partout, ça va être l'hypermobilité, ça va être super sympa, mais du coup on va se faire des sueurs froides parce que il va falloir sécuriser la donnée qui sont promenées sur ces matériels. Aujourd'hui, sur un site santé, on se retrouve avec un patchwork de X milliers de SI que l'on interconnecte, qu'il faut faire fonctionner ensemble, même si on ne partage pas tous la même sensibilité et les mêmes règles. Les outils que vous utilisez actuellement, que vos utilisateurs utilisent, ne vous permettent probablement plus de garantir cette notion de secret. Avec l'avènement des clouds, en informatique, on manipule juste des 0 et des 1, il ne faut pas oublier. Donc il y a deux positions pour un bit, 0, 1, et après, effectivement, la loi de Moore fait qu'on multiplie par 2 tous les 6 mois notre capacité de traitement. Et du coup, oui, on en manipule de plus en plus. Donc si l'apport des technologies de l'information est une vraie opportunité, il n'y a vraiment pas de souci sur le sujet. Il convient de garder à l'esprit que la maîtrise des risques nous appartient. Même si on peut l'outiller, même si on peut le gérer, le souci de sécurité, il reste toujours assis entre la chaise et le clavier.